Je m'appelle Arnold. J'avais 47 ans, j'étais assis dans une station de recherche en Antarctique, et la liaison satellite s'était coupée et rétablie par intermittence pendant 3 jours d'affilée. Quand elle s'est finalement remise en marche, j'avais 216 notifications sur mon téléphone. Des SMS, des emails, des appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Ma sœur avait appelé 11 fois. J'ai cru que quelqu'un était mort. J'ai ouvert les messages. Le premier venait d'un collègue de Seattle. Il disait juste « Mec, je suis vraiment désolé ». Le deuxième venait de mon frère. « Appelle-moi dès que tu peux. Ne regarde pas les réseaux sociaux. » J'ai regardé les réseaux sociaux. La vidéo avait 4 millions de vues. Ma femme, debout dans notre cuisine, la cuisine que j'avais peinte il y a 2 étés. Elle riait, la tête renversée en arrière, une main sur le comptoir. Un homme se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille. Je ne le connaissais pas. Il était plus jeune que moi, plus mince. Il lui a embrassé le cou pendant qu'elle parlait à la caméra. Pendant que mon mari est dans le froid, quelqu'un d'autre me réchauffe, a-t-elle dit. Elle riait toujours. L'homme a souri à la caméra. Elle s'est retournée et l'a embrassé. La vidéo s'est terminée. La légende disait, enfin libre. Un nouveau chapitre commence maintenant. Je suis resté assis là pendant un long moment. La base était silencieuse, juste le vrombissement du générateur et le vent dehors. J'entendais l'un des autres chercheurs bouger dans le laboratoire d'un accent grave côté. Je n'ai pas bougé. Je n'ai appelé personne. J'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. J'étais en Antarctique depuis 3 mois. Il m'en restait 3 autres. C'était censé être l'aboutissement de 8 années de recherche, de collecte de données climatiques, d'échantillons de carottes de glace, un travail qui comptait, un travail que j'avais passé toute ma vie d'adulte à construire. Ma femme le savait. Elle connaissait le calendrier avant mon départ. Nous étions mariés depuis 19 ans. J'ai pensé à la dernière conversation que nous avons eue avant que je ne prenne l'avion. Elle m'avait conduit à l'aéroport. Nous n'avions pas beaucoup parlé dans la voiture. Elle m'a demandé si j'avais tout. J'ai dit oui. Elle m'a dit de faire attention. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir sur le trottoir. Elle a souri. J'ai pensé que c'était un sourire normal. J'ai essayé de me souvenir s'il y avait eu des signes, des moments que j'aurais dû remarquer, mais mon esprit revenait sans cesse à cette vidéo. Son rire, la façon dont elle regardait la caméra comme si elle jouait un rôle, comme si c'était quelque chose qu'elle avait planifié, quelque chose qu'elle voulait que le monde voie. J'ai posé le téléphone. Je n'ai répondu à personne. Ni à ma sœur, ni à mon frère, ni aux dizaines de personnes qui avaient envoyé des messages. Je n'ai pas regardé la vidéo à nouveau. Je me suis levé, j'ai mis mon manteau et je suis sorti dans le froid. Le ciel était blanc. Le vent transperçait chaque couche de vêtements que je portais. Je suis resté là jusqu'à ce que mon visage soit engourdi. Puis je suis rentré. Au cours des jours suivants, d'autres messages sont arrivés. Ma sœur n'arrêtait pas d'appeler. Mon frère a envoyé de longs textos pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé. Apparemment, la vidéo avait été postée le jour même. Elle est devenue virale en quelques heures. Des gens de ma ville natale la partageaient. Des collègues, de vieux amis, tout le monde l'avait vue. Ma femme avait demandé le divorce 2 semaines avant de poster la vidéo. Je ne le savais pas. Les papiers étaient dans un tiroir à la maison. Elle ne me l'avait pas dit. Elle avait attendu que je sois aussi loin de la civilisation qu'une personne puisse l'être, puis elle l'a rendu public. Je n'ai toujours répondu à personne. Les autres chercheurs ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils n'ont pas posé de questions. Nous étions tous habitués à l'isolement, habitués à ce que les gens deviennent silencieux, mais l'une d'entre eux, une femme nommée Fiona, a laissé un thermos de café devant ma porte un matin. Je l'ai trouvé en allant vérifier la station météo. Je l'ai ramené à l'intérieur et je l'ai bu. Ça a aidé. Le travail est devenu la seule chose qui avait un sens. Je passais 14 heures par jour au laboratoire. Je faisais des tests. Je cataloguais des échantillons. J'écrivais des rapports. Les données étaient claires, prévisibles. Elle ne mentait pas. Elle ne m'humiliait pas devant des millions de personnes. La nuit, je m'allongeais dans ma couchette et je fixais le plafond. Je pensais à rentrer chez moi, à ce que je dirais, à ce que je ferais. Mais surtout,
Je pensais à son rire. À la façon dont elle avait l'air si heureuse, si libre. J'ai réalisé quelque chose pendant ces nuits. Elle ne m'avait pas seulement quitté. Elle en avait fait un spectacle. Elle avait transformé notre mariage en contenu, en quelque chose que les gens pouvaient regarder, commenter et partager. Elle ne voulait pas seulement partir. Elle voulait de l'attention. C'est là que la colère a commencé. Pas bruyante, pas explosive, juste froide, constante. Je l'ai sentie s'installer dans ma poitrine comme la glace dehors. Elle n'est pas partie. J'ai commencé à penser clairement, méthodiquement. J'ai pensé à nos finances, à la maison, à tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai pensé à l'homme dans la vidéo, à depuis combien de temps cela durait, à ce qu'elle pensait qu'il se passerait à mon retour. Elle pensait que je serais brisé. C'était le but de la vidéo, m'humilier, s'assurer que je sache qu'elle était passée à autre chose. Montrer au monde qu'elle avait gagné. Mais elle avait fait une erreur. Elle m'avait donné du temps. 6 mois dans l'endroit le plus froid de la Terre avec rien d'autre à faire que de réfléchir. Et j'étais doué pour la réflexion. J'étais un scientifique. Je résolvais des problèmes. Je n'ai pas envoyé un seul message. Ni à elle, ni à personne. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé tout le monde se demander ce que je pensais, ce que je ferais. 3 mois ont passé. Puis 4, puis 5. La vidéo a perdu son élan. Les gens sont passés à la prochaine chose virale. Mon téléphone a arrêté de vibrer. Les messages se sont raréfiés, mais j'ai continué à travailler, à planifier. Quand l'avion de transport est finalement venu nous chercher, j'ai emballé mes affaires avec soin. J'ai dit au revoir aux autres chercheurs. Fiona m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit de prendre soin de moi. Je l'ai remerciée. Pendant le vol de retour, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur mon siège et j'ai regardé la glace disparaître sous nous. J'ai pensé à ce qui allait suivre, à chaque étape, à chaque mouvement. Au moment où nous avons atterri à Seattle, je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 28 ans. Elle s'appelait Vanessa. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une société pharmaceutique. Je terminais mon doctorat. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Portland. Elle trouvait mes recherches intéressantes. Je la trouvais belle. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. La première décennie a été bonne. Nous avons acheté une maison à Spokane. Elle a eu une promotion. J'ai pris un poste dans un institut de recherche. Nous avons parlé d'avoir des enfants. Nous n'en avons jamais eu. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière. J'ai dit que c'était bien. Je me concentrais sur la mienne aussi. En y repensant, je ne me souvenais pas de la dernière fois où nous avions eu une vraie conversation. Le genre où l'on écoute vraiment. Le genre qui compte. Nous avions des routines. Nous avions des horaires. Nous avions une vie qui paraissait bien de l'extérieur. Mais quelque part en chemin, nous avons cessé d'être une équipe. J'ai pensé aux années que j'ai passées à construire ma carrière, aux subventions que j'ai écrites, aux propositions, aux voyages que j'ai faits pour la recherche. Vanessa venait parfois avec moi. Elle s'asseyait dans des chambres d'hôtel pendant que je travaillais. Ensuite, nous explorions la ville où nous nous trouvions. Elle semblait heureuse à l'époque. Ou peut-être que je voulais juste le croire. L'expédition en Antarctique était censée être ma plus grande réussite. 6 mois de collecte de données qui pourraient changer notre compréhension des modèles climatiques. Je m'étais battu pendant des années pour obtenir le financement. Vanessa savait à quel point c'était important. Elle m'a dit d'y aller. Elle a dit qu'elle s'en sortirait. Je l'ai cru. Maintenant, je comprenais. Elle voulait que je parte. Elle avait besoin de l'espace pour faire ce qu'elle prévoyait, pour le faire emménager, pour mettre en place sa nouvelle vie, pour filmer cette vidéo. Plus j'y pensais, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. La façon dont elle avait été distante avant mon départ, la façon dont elle avait cessé de me poser des questions sur mon travail, la façon dont elle avait insisté pour que je prenne les 6 mois complets au lieu de rentrer plus tôt pour les vacances comme je l'avais suggéré. Elle avait planifié cela. J'ai pensé à l'homme dans la vidéo. Je ne connaissais pas encore son nom, mais je le saurais. J'ai pensé à quel point il avait l'air à l'aise dans ma cuisine. Comment ses mains étaient sur ma femme comme s'il était à sa place, comme si j'étais déjà effacé.
Je me suis demandé depuis combien de temps cela durait. Des mois, plus longtemps. Combien de fois avait-il été dans ma maison pendant que j'étais au travail? Combien de fois avait-il ri de moi? La maison était à moi avant notre mariage. Je l'avais achetée avec l'argent que j'avais économisé pendant mon post-doctorat. Quand nous nous sommes mariés, j'ai ajouté son nom à l'acte de propriété. Elle a dit que ça la rassurait. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Nos finances étaient communes. Tout ce que nous gagnions allait sur les mêmes comptes. Nous avions des investissements, des fonds de retraite, un prêt immobilier presque remboursé. J'avais toujours géré l'argent. Vanessa n'aimait pas s'occuper des chiffres. Elle me faisait confiance pour le gérer. Cette confiance allait dans les deux sens. Ou du moins, je le pensais. J'ai pensé à mes recherches. 8 années de travail menant à cette expédition. Des données qui pourraient assurer ma carrière pour la prochaine décennie. Des publications, des conférences, une titularisation. J'avais passé tellement de temps à me concentrer là-dessus, à construire quelque chose qui durerait. Je n'avais pas remarqué que mon mariage s'effondrait. Ou peut-être que si. Peut-être que je ne voulais tout simplement pas le voir. Il y avait des signes. Je le savais maintenant. La façon dont Vanessa a commencé à sortir plus souvent sans m'inviter. La façon dont elle a cessé de me raconter sa journée. La façon dont elle regardait son téléphone et souriait, puis le posait face contre table quand j'entrais dans la pièce. J'avais tout ignoré. Je me disais qu'elle était juste occupée. Que nous étions tous les deux occupés, que c'était normal pour un mariage dans sa 2e décennie. J'avais tort. Ma sœur m'a traité d'idiot. Elle l'a dit dans un message vocal que j'ai écouté dans l'avion. Elle a dit que tout le monde pouvait voir ce qui se passait, sauf moi. Elle a dit que Vanessa postait des photos avec ce type depuis des semaines avant la vidéo du divorce, que les gens en parlaient. Je ne savais pas. Je n'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je les utilisais pour le travail, pour partager des recherches. Je ne faisais pas défiler les fils d'actualité. Je ne prêtais pas attention à ce que faisaient les autres. C'était une autre erreur. Mon frère était plus prudent dans ses messages. Il a dit que Vanessa avait fait emménager le type dans la maison une semaine après mon départ. Il a dit que les gens du quartier l'avaient vu, que tout le monde était au courant. Il a dit que si j'avais besoin d'un endroit où rester à mon retour, je pouvais utiliser sa chambre d'amis. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de sa chambre d'amis. C'était ma maison. Le vol de retour a semblé interminable. Des escales à Christchurch, puis à Los Angeles, et enfin à Seattle. 36 heures de voyage. Je n'ai pas beaucoup mangé. J'ai bu du mauvais café et j'ai regardé par la fenêtre. Quand nous avons atterri à Seattle, j'ai rallumé mon téléphone. D'autres messages. Ma sœur qui me demandait si j'allais bien. Mon frère qui disait qu'il viendrait me chercher à l'aéroport. Des collègues qui offraient leur soutien. Rien de Vanessa. J'ai pris un taxi pour un hôtel près de l'aéroport. Je ne suis pas rentré chez moi. Pas encore. J'avais besoin de réfléchir, de planifier. Je me suis enregistré, je suis allé dans ma chambre et je me suis assis sur le lit. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à éplucher nos comptes, relevés bancaires, cartes de crédit, portefeuille d'investissement. Tout était encore commun. Elle n'avait rien changé. Cela m'a surpris. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle pensait que j'allais simplement me laisser faire, signer les papiers, la laisser prendre tout ce qu'elle voulait. J'ai passé 3 heures à tout éplucher, à prendre des notes, à faire des captures d'écran, à organiser. Quand j'ai eu fini, j'avais une image claire de notre situation financière. C'était mieux que je ne le pensais, et elle avait fait des erreurs, des petites, mais elles étaient là. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai commandé le service d'étage. J'ai mangé en silence. Puis je me suis couché et j'ai dormi 12 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, je me sentais différent, plus clair. La colère était toujours là, mais elle était maintenant concentrée, aiguisée. J'ai pris une douche. Je me suis habillé. J'ai fait une liste des choses que je devais faire, des personnes que je devais appeler, des documents que je devais rassembler. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé mon premier message en 6 mois. C'était à un avocat. L'avocat s'appelait Grégory. Il m'avait été recommandé par un collègue de l'institut. Je l'ai appelé de l'hôtel.
Il a dit qu'il avait vu la vidéo. Tout le monde l'avait vu. Il a dit qu'il était désolé. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de sympathie. J'avais besoin de résultats. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le lendemain matin. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris, un costume impeccable. Il m'a serré la main et m'a offert un café. J'ai refusé. Nous nous sommes assis. « Que voulez-vous » a-t-il demandé. « Tout » ai-je dit. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a hoché la tête. Je lui ai parlé de la maison, des finances, de l'expédition, du fait que j'étais parti pendant 6 mois pendant qu'elle faisait emménager un autre homme dans ma maison. Il a pris des notes. Il a posé des questions. Il était minutieux. Elle a demandé le divorce, a-t-il dit. Mais elle n'a pas fait avancer les choses. C'est juste en suspens. Pourquoi, ai-je demandé. Probablement pour voir ce que vous alliez faire. Si vous alliez vous battre, si vous alliez contester. Je vais contester, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Parce qu'elle a rendu cela public, cela joue en votre faveur. Il a expliqué la stratégie. L'État de Washington appliquait le divorce sans faute, mais cela ne signifiait pas que la faute ne pouvait pas être démontrée. Cela signifiait simplement que cela n'affecterait pas le divorce lui-même, mais que cela pourrait affecter tout le reste, la division des biens, la pension alimentaire, la perception du public. Elle vous a humilié publiquement, a dit Gregory. Nous pouvons utiliser cela. Comment les réseaux sociaux fonctionnent dans les deux sens. Elle s'est donné une mauvaise image. Nous devons juste nous assurer que tout le monde s'en souvient lorsque cela passera au tribunal. J'aimais sa façon de penser. Nous avons passé 2 heures à tout passer en revue. Il a fait des copies des documents financiers que j'avais apportés. Il a expliqué ce qui se passerait ensuite, combien de temps cela prendrait, à quoi s'attendre. Ne la contactez pas, a-t-il dit. N'allez pas à la maison. N'entrez pas en contact. Laissez-moi m'en occuper. J'ai hoché la tête, mais je n'avais aucune intention de rester à l'écart. J'ai quitté son bureau et j'ai conduit jusqu'à Spokane. C'était un trajet de 4 heures. Je ne me suis pas arrêté. J'ai écouté la radio, les nouvelles, la météo, le trafic, rien d'important. Mon esprit était ailleurs. Quand je suis arrivé à la maison, c'était la fin de l'après-midi. L'allée était vide. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 1 heure a passé, puis une autre. Le soleil a commencé à se coucher. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais entré dans cette allée. Toutes les fois où j'avais franchi cette porte d'entrée. Toutes les années que j'avais passées dans cette maison. Elle ne me semblait plus être la mienne. À 18h30, une voiture s'est arrêtée. Ce n'était pas celle de Vanessa. C'était un camion, bleu marine. L'homme de la vidéo est sorti. Il portait un jean et une veste. Il s'est dirigé vers la porte comme s'il était chez lui. Il avait une clé. Il est entré. Je suis resté assis là et j'ai regardé les lumières s'allumer à l'intérieur. Je pouvais voir des mouvements à travers les fenêtres, lui se promenant, se mettant à l'aise. 20 minutes plus tard, la voiture de Vanessa est arrivée. Elle est sortie avec des sacs de course. Elle avait la même apparence. Même cheveux, même démarche. Elle souriait. Elle est entrée. Je les ai observés à travers la fenêtre. Ils étaient dans la cuisine. La cuisine que j'avais peinte. Il l'a embrassée. Elle a ri. Le même rire que dans la vidéo. J'ai démarré la voiture et je suis parti. Je suis retourné à Seattle. Je me suis enregistré dans un autre hôtel. J'ai appelé Gregory et je lui ai dit ce que j'avais vu. Il m'a répété de ne pas y retourner. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Laurence. Il était silencieux, efficace, cher. Le coup m'importait peu. Laurence a découvert le nom de l'homme. C'était Julian. Il avait 32 ans. Il travaillait dans la vente pour une entreprise de technologie. Il voyait Vanessa depuis 8 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement professionnel. Il ne savait pas que j'existais pendant les 3 premiers mois. Quand il l'a découvert, il s'en fichait. Laurence m'a tout procuré. Des photos d'eux ensemble.
Des registres de l'endroit où Julien avait été. Des relevés de cartes de crédit montrant qu'il avait dépensé de l'argent dans des restaurants près de notre maison. Des relevés téléphoniques. Tout était là. Une chronologie claire. Elle avait planifié cela bien avant mon départ. Grégory a tout utilisé. Il a déposé une réponse à la demande de divorce. Il a inclus la documentation de sa liaison. Il a demandé la pleine propriété de la maison en se basant sur le fait qu'elle était à moi avant le mariage et qu'elle avait violé les termes de notre partenariat. Il a demandé une division des biens qui me favorisait fortement. Il a demandé qu'elle couvre ses propres frais de justice. C'était agressif. C'était voulu. L'avocat de Vanessa a répondu une semaine plus tard. Ils ont riposté. Ils ont prétendu qu'elle avait droit à la moitié de tout. Ils ont prétendu que la vidéo avait été sortie de son contexte. Ils ont prétendu que j'avais été émotionnellement absent pendant des années. Grégory a ri en lisant cela. Ils n'ont rien, a-t-il dit. Mais il y avait plus. Je ne le lui avais pas encore dit. Je l'avais gardé pour moi. Avant de partir pour l'Antarctique, j'avais restructuré certains de nos investissements, déplacé de l'argent sur des comptes qui étaient uniquement à mon nom. C'était légal. Nous avions un contrôle conjoint. J'ai simplement exercé ce contrôle. Je l'ai fait parce que j'étais inquiet d'avoir accès aux fonds pendant mon absence. Je l'ai fait pour des raisons pratiques, mais maintenant, cela ressemblait à autre chose. On aurait dit que j'avais su. Ce n'était pas le cas. Mais le timing était parfait. Je l'ai dit à Grégory. Il m'a fixé. Puis il a souri. Vous avez déplacé de l'argent avant de partir. Oui. Combien? 140 000, il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Ça change les choses. Comment? Parce que cela signifie que vous protégiez vos actifs. Et si vous protégiez vos actifs, cela signifie que vous aviez des raisons de croire que le mariage était en difficulté, ce qui signifie que sa liaison n'était pas une surprise, ce qui signifie qu'elle ne peut pas jouer la victime. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais j'aimais ça. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous poussons, a dit Grégory. Nous rendons cela aussi difficile que possible. Nous lui faisons regretter d'être allé en public. Nous faisons en sorte que Julien regrette de l'avoir rencontré. J'ai hoché la tête. Et Arnold, a-t-il dit. Ne faites rien de stupide. Laissez-moi m'en occuper. Faites confiance au processus. Je lui ai dit que je le ferais, mais j'avais déjà commencé à faire d'autres plans. J'ai décidé de retourner à la maison. Grégory m'a dit de ne pas le faire. Je l'ai fait quand même. C'était un mardi matin. Je savais que Vanessa serait au travail. Julien aussi. J'ai demandé à Laurence de confirmer leurs horaires. Ils étaient tous les deux en réunion au centre-ville. J'avais 3 heures. Je suis entré dans l'allée. L'herbe avait besoin d'être tondue. Il y avait des mauvaises herbes dans les parterres de fleurs, des choses dont je m'occupais avant. Je me suis demandé si Julien le remarquait, si Vanessa s'en souciait. J'ai utilisé ma clé. La serrure n'avait pas été changée. C'était soit de l'arrogance, soit de la stupidité. Probablement les deux. La maison sentait différemment. Un nouveau parfum, des produits de nettoyage différents. Les meubles avaient été réarrangés. Le canapé était à un autre endroit. Il y avait des tableaux au mur que je ne reconnaissais pas. Des photos de Vanessa et Julien, souriants, heureux. Mes photos avaient disparu. J'ai traversé chaque pièce lentement. La cuisine avait la même apparence mais semblait étrange. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, une cafetière que je n'avais jamais vue, des courses que je n'avais pas achetées. Je suis monté à l'étage, dans notre chambre. Le lit était fait. Il y avait des vêtements d'homme dans le placard. Pas les miens, les siens. Mes affaires avaient disparu. J'ai vérifié la chambre d'amis. Des boîtes. Mes boîtes. Tout ce que je possédais, emballé comme des ordures. Je suis resté là à les regarder. Des vêtements que j'avais portés. Des livres que j'avais lus. Des outils du garage. Des photographies d'avant. Tout cela emballé et entassé dans une chambre d'amis. Je n'ai rien touché. Je suis juste resté là et j'ai laissé la colère s'installer plus profondément. Je suis redescendu. J'ai vérifié le bureau. Mon bureau était toujours là,
mais il avait été vidé. Papier disparu, ordinateur disparu. J'avais emporté mon ordinateur portable en Antarctique, mais j'avais un ordinateur de bureau ici. Il manquait. J'ai regardé dans les tiroirs, les classeurs, tout ce qui concernait mon travail avait disparu. Chaque document, chaque dossier, soit jeté, soit emporté. C'est là que j'ai réalisé qu'elle avait été minutieuse. Il ne s'agissait pas seulement de me quitter. Il s'agissait de m'effacer. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris des photos. Chaque pièce, chaque boîte, chaque changement. J'ai tout documenté. Puis je suis parti. J'ai appelé Grégory de la voiture. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Il est resté silencieux un moment. « Avez-vous pris quelque chose ?» a-t-il demandé. « Non. »« Bien. Envoyez-moi les photos. » Je l'ai fait. 2 jours plus tard, Grégory a déposé une requête en occupation immédiate. Il a soutenu que j'étais illégalement empêché d'accéder à ma propre propriété, que mes biens avaient été enlevés sans mon consentement, que Vanessa avait changé les conditions d'occupation sans autorité légale. L'audience a été fixée à la semaine suivante. L'avocat de Vanessa a vivement riposté. Ils ont prétendu que j'avais abandonné la propriété, que j'étais parti pendant 6 mois sans prendre de disposition, que Vanessa avait tout à fait le droit de faire des changements. Grégory a démoli cet argument. Il a montré au juge des photos de mes affaires emballées. Il a montré des reçus prouvant que j'avais payé le prêt immobilier pendant toute mon absence. Il a montré des documents prouvant que la maison était à moi avant le mariage. La juge était une femme d'une 60aine d'années. Elle avait l'air fatiguée. Elle a écouté les 2 parties. Puis elle a regardé Vanessa. « Madame Arnold » a-t-elle dit. « Avez-vous retiré les affaires de votre mari des principaux espaces de vie ?» Vanessa a hésité. Son avocat lui a chuchoté quelque chose. Elle a hoché la tête. « Oui » a-t-elle dit. Mais il était parti. J'avais besoin d'espace. De l'espace pourquoi, a demandé la juge. Vanessa n'a pas répondu. La juge a de nouveau regardé les photos. Puis elle m'a regardé. « Monsieur Arnold, souhaitez-vous retourner dans cette propriété ?»« Oui » ai-je dit. « Quand ?»« Aujourd'hui. » La juge a hoché la tête. Elle a signé quelque chose. Elle l'a remis au greffier. M. Arnold a le droit d'occuper la propriété, a-t-elle dit. Madame Arnold, vous avez 72 heures pour prendre des dispositions pour un logement alternatif. C'est temporaire jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mais pour l'instant, Monsieur Arnold retourne chez lui. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Son avocat a commencé à s'opposer. La juge l'a interrompu. Ce n'est pas un débat, a-t-elle dit. La propriété était à lui avant le mariage. Il a continué à la payer. Il a tout à fait le droit d'y être. 72 heures. Nous avons quitté le palais de justice. Vanessa ne voulait pas me regarder. Julien attendait dehors. Il a commencé à dire quelque chose. Grégory a posé une main sur mon épaule et m'a fait avancer. N'entrez pas en contact, a-t-il dit. Vous avez gagné. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'avais l'impression de ne faire que commencer. Ce soir-là, je suis resté dans un hôtel. J'ai donné à Vanessa les 72 heures complètes. Je ne voulais pas qu'elle ait d'excuses, de raison de prétendre que je l'avais forcée à partir. Le vendredi après-midi, j'ai conduit jusqu'à la maison. Sa voiture était partie. Le camion de Julien était parti. J'ai utilisé ma clé. La maison était silencieuse. La plupart des meubles étaient encore là. Mais ses affaires avaient disparu. Vêtements, articles de toilette, les photos d'eux ensemble. La cafetière. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Sauf qu'elle l'avait été. Pendant 19 ans. J'ai traversé la maison lentement. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai laissé les rentrer. J'ai commencé à déballer mes boîtes. J'ai remis mes livres sur les étagères, mes outils dans le garage, mes vêtements dans le placard. Cela a pris des heures. Quand j'ai eu fini, il faisait nuit dehors. Je me suis assis sur le canapé, mon canapé dans ma maison, et je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni satisfaction, juste du vide. J'ai pensé à appeler quelqu'un, ma sœur, mon frère, un ami, mais je ne voulais pas parler.
Je ne voulais pas expliquer. Je voulais juste rester assis là, dans le silence. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu vas regretter ça. Je l'ai regardé. Je savais que c'était Julien. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. 2 heures plus tard, un autre SMS, un numéro différent. Ce n'est pas fini. J'ai bloqué celui-là aussi. Ils ont continué à arriver. 5 SMS cette nuit-là, tous de numéros différents, tous disant le même genre de choses. Des menaces, des avertissements, des promesses que je paierais. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste continué à bloquer. Après le 7e, ils se sont arrêtés. Je suis allé me coucher dans ma propre chambre. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond. J'ai pensé à ce qui allait suivre. Le divorce était toujours en cours. La division des biens était toujours contestée. Vanessa allait toujours essayer de prendre la moitié de tout, mais j'avais la maison. C'était quelque chose. Je me suis réveillé le lendemain matin par des coups à la porte. J'ai regardé l'horloge. 6h15, je me suis levé et je suis descendu. C'était Julien. Il se tenait sur mon porche, les poings serrés, le visage rouge. « Ouvre la porte », a-t-il crié. Je ne l'ai pas fait. « Je sais que tu es là », a-t-il dit. « Ouvre cette deux portes. » J'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer. Puis j'ai appelé la police. Julien a continué à crier. Il a dit que j'avais tout ruiné. Que Vanessa était anéantie. Que tout était de ma faute. Que je l'avais abandonnée. Et maintenant, je jouais la victime. Je suis juste resté là à l'intérieur, le téléphone à la main, en train d'enregistrer. La police est arrivée 8 minutes plus tard. 2 officiers. Ils ont parlé à Julien. Il a pointé la maison. Moi, à travers la fenêtre. Il criait toujours. L'un des officiers s'est approché de la porte. Je l'ai ouverte. « Êtes-vous Arnold ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Est-ce votre maison ?»« Oui. » Je lui ai montré l'ordonnance du tribunal. Il l'a lue. Il a hoché la tête. Il est retourné vers Julien. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais Julien continuait de pointer, de se disputer. Finalement, l'un des officiers a dit quelque chose de sec. Julien s'est arrêté. Il m'a regardé une dernière fois. Puis il est monté dans son camion et est parti. L'officier est revenu à la porte. « S'il revient, appelez-nous », a-t-il dit. « Je le ferai », ai-je dit. Il est parti. J'ai fermé la porte. J'ai envoyé la vidéo à Grégory. Puis je l'ai envoyée à Laurence. Julien venait de faire une autre erreur. Segment 2, 1420 mots. Laurence m'a appelé le lendemain matin. Il avait été occupé. « J'ai quelque chose », a-t-il dit. « Vous allez vouloir voir ça. » Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville de Spokane. Il a fait glisser un dossier sur la table. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dossiers financiers, les dossiers de Julien, des relevés bancaires, des rapports de crédit, des documents fiscaux. « Comment avez-vous obtenu ça ?» ai-je demandé. « Vous ne voulez pas savoir », a dit Laurence. « Mais ils sont authentiques. » Je les ai parcourus. Julien était fauché. Pas seulement fauché, il était criblé de dettes. Il avait plus de 60 000 $ de dettes de cartes de crédit, des prêts étudiants, un paiement de voiture en retard. Son compte bancaire avait été à découvert 4 fois au cours des 6 derniers mois. Il se sert d'elle, a dit Laurence. J'ai continué à lire. Il y avait des registres de virements, de l'argent déplacé de comptes que je reconnaissais, des comptes joints que je partageais avec Vanessa, de l'argent allant à Julien, payant son loyer, son paiement de voiture, ses cartes de crédit. Elle le finançait, ai-je dit. Depuis des mois, a dit Laurence. Depuis avant votre départ. J'ai regardé les chiffres. Des milliers de dollars. Des dizaines de milliers. De l'argent qui était censé être à nous. De l'argent que j'avais gagné. De l'argent que j'avais économisé. Elle le lui avait donné. Il y a plus, a dit Laurence. Il a sorti un autre document. Il a un casier judiciaire. Je l'ai regardé. Julien avait été arrêté il y a 3 ans pour fraude.
Il avait vendu de fausses opportunités d'investissement. Il a pris l'argent des gens et a disparu. Il a purgé 6 mois. Il est sorti en liberté conditionnelle. Le sait-elle, ai-je demandé. Je ne pense pas, a dit Laurence. Ou peut-être qu'elle s'en fiche. J'ai fermé le dossier. J'ai pensé à Vanessa, à son intelligence, à sa prudence. Il ne semblait pas logique qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un comme ça, à moins qu'elle ne le sache pas. À moins qu'il ne l'ait joué de la même manière qu'il jouait tout le monde. J'ai pris le dossier. J'ai payé Laurence. Je suis allé directement au bureau de Grégory. Il a tout lu. Son expression n'a pas changé, mais je pouvais voir les rouages tourner. C'est bien, a-t-il finalement dit. Comment? Parce que ça montre un mobile. Ça montre qu'il l'a ciblé. Ça montre qu'elle donnait des biens matrimoniaux sans votre consentement. Pouvons-nous l'utiliser? Nous pouvons utiliser tout cela. Grégory a déposé une autre requête. Cette fois, il a demandé un gel de tous les comptes joints. Il a soutenu que Vanessa avait détourné des fonds, que de l'argent était transféré à mon insu ou sans mon approbation, qu'il y avait un schéma de mauvaise conduite financière. L'audience a été fixée à 2 semaines plus tard. Entre-temps, Laurence a continué à creuser. Il a trouvé d'autres emails entre Vanessa et Julien, des SMS. Il avait des moyens d'obtenir des informations sur lesquelles je ne posais pas de questions. Les messages étaient ce à quoi je m'attendais. Du flirt, des plans, des discussions sur l'avenir. Mais il y avait aussi d'autres choses. Julien qui demandait de l'argent, Vanessa qui l'envoyait, lui qui promettait de la rembourser. Il ne l'a jamais fait. Il y avait des messages à mon sujet. Julien qui m'insultait, qui disait que j'étais ennuyeux, que j'étais trop concentré sur le travail, que Vanessa méritait mieux. Elle ne m'a jamais défendu. Elle était simplement d'accord. Il y avait des messages sur la vidéo. C'était son idée. Il pensait que ce serait drôle. Il pensait que ça attirerait l'attention. Il avait raison. Vanessa a hésité au début. Il y avait des messages où elle disait que ça lui semblait mal, que c'était cruel. Mais il l'a convaincue. Il lui a dit que ça la ferait se sentir libre, que ce serait valorisant. Elle l'a posté. J'ai tout lu, chaque message, chaque email. Cela brossait un tableau clair. Julien était un escroc. Il avait trouvé une cible facile. Une femme dans un mariage en déclin. Une femme avec de l'argent. Il a emménagé. Il l'a isolée. Il l'a rendue dépendante de lui. Et elle l'a laissé faire. J'ai senti quelque chose changer en moi. La colère était toujours là. Mais maintenant, il y avait autre chose. De la pitié. Pas pour Julien, pour Vanessa. Elle avait jeté 19 ans pour un homme qui se servait d'elle. Mais cela ne changeait rien à ce qu'elle m'avait fait. Cela n'effaçait pas la vidéo, l'humiliation, les mois que j'ai passés en Antarctique pendant qu'elle faisait emménager un autre homme dans ma maison. L'audience est arrivée. Grégory a tout présenté. Les dossiers financiers, les virements, le casier judiciaire de Julien, les emails et les messages. L'avocat de Vanessa a essayé de minimiser la situation. Il a soutenu que Vanessa avait le droit de dépenser de l'argent des comptes joints, que les virements étaient personnels, que le passé de Julien n'était pas pertinent. La juge n'était pas d'accord. Madame Arnold, a-t-elle dit, avez-vous transféré des fonds matrimoniaux à Monsieur Julien sans la connaissance de votre mari? Vanessa a regardé son avocat. Il a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit doucement. Combien? Je ne sais pas exactement. Grégory s'est levé. 47 000 $, votre honneur, sur une période de 7 mois. La juge a regardé Vanessa. 47 000 $. Vanessa n'a pas répondu. Et vous ne pensiez pas que votre mari méritait de savoir cela? Il n'était pas là, a dit Vanessa. Il m'a laissé seul pendant 6 mois. Il est parti pour le travail, a dit la juge. Il ne vous a pas abandonné. Il est allé en Antarctique pour la recherche. Une recherche dont vous étiez au courant avant son départ. Vanessa a commencé à pleurer. Cela n'a pas ému la juge. Tous les comptes joints sont gelés, a dit la juge, en attendant l'issue de la procédure de divorce. Madame Arnold, il vous est interdit d'accéder à toutes les ressources financières partagées. Monsieur Arnold aura un accès exclusif jusqu'à ce que cela soit résolu. L'avocat de Vanessa s'est levé.
Votre honneur, cela laisse ma cliente sans aucun moyen de subsistance. Alors peut-être aurait-elle dû y penser avant de donner 47 000 $, a dit la juge. Nous avons quitté le palais de justice. Vanessa pleurait dans le couloir. Julian était avec elle, son bras autour de ses épaules. Il m'a fusillé du regard alors que je passais. Je n'ai pas regardé en arrière. Grégory a souri une fois que nous étions dehors. Elle est finie, a-t-il dit. Elle n'a pas d'argent, pas de levier, pas d'option. Elle devra accepter un règlement. Et Julian, ai-je demandé. Qu'en est-il de lui? Je veux qu'il parte. Grégory m'a regardé. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je veux qu'il en subisse les conséquences. Pas seulement de cela, de tout. Arnold, il n'est pas votre problème. Si, il l'est, ai-je dit. Il est devenu mon problème quand il a emménagé dans ma maison. Quand il a convaincu ma femme de m'humilier, quand il a dépensé mon argent. Grégory est resté silencieux. Puis il a hoché la tête. Que voulez-vous que je fasse? Découvrez s'il a violé sa liberté conditionnelle, ai-je dit. Découvrez s'il commet à nouveau une fraude. Découvrez s'il y a quelque chose que nous pouvons utiliser. Ce n'est pas du droit du divorce, a dit Grégory. Ça m'est égal, ai-je dit. Je paierai un supplément. Il y a réfléchi. Puis il a hoché la tête. Je verrai ce que je peux trouver. Je suis rentré chez moi. Je me suis assis au bureau. J'ai parcouru mes propres dossiers, notes de recherche, données de l'Antarctique. J'avais du travail à faire, des articles à écrire, des conférences à planifier, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je ne pouvais penser qu'à Vanessa et Julian. À ce qu'ils avaient fait, à ce qu'ils faisaient encore. Mon téléphone a sonné. C'était ma sœur. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Je vais bien, ai-je dit. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je m'en occupe. Elle est restée silencieuse un moment. Arnold, tu dois laisser tomber. Tu dois passer à autre chose. Je le ferai, ai-je dit. Quand ce sera fini. Quand ce sera fini? Quand je le déciderai. Elle a soupiré. Ne fais rien de stupide. Tout le monde me répétait ça. Ne fais rien de stupide. N'aggrave pas les choses. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Mais il ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de s'assurer que les gens subissent les conséquences de leurs actes. J'avais passé toute ma vie à suivre les règles, à être responsable, à faire ce qu'il fallait. Où cela m'avait-il mené? J'ai raccroché avec ma sœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à écrire. Pas des articles de recherche, pas des demandes de subvention. Une liste. Tout ce que Vanessa avait fait, tout ce que Julian avait fait, chaque mensonge, chaque vol, chaque humiliation. Et à côté de chacun, ce que j'allais faire à ce sujet. Laurence m'a appelé 3 jours plus tard. Il avait trouvé quelque chose. Julian travaille sous un faux nom, a-t-il dit. Quoi? Son vrai nom est Julian Hoffman, mais au travail, il se fait appeler Julian Hay. Il l'a changé après sa condamnation. Ça lui a facilité l'embauche. Est-ce illégal? Ça dépend. S'il a menti sur ses demandes d'emploi, oui. S'il cache son casier judiciaire, certainement. Pouvez-vous le prouver? Déjà fait. J'ai des copies de sa demande d'emploi. Il a déclaré n'avoir aucun casier judiciaire. Il l'a signé sous peine de parjure. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Envoyez-le à Grégory, ai-je dit. Déjà fait. Grégory a appelé 1 heure plus tard. C'est bien. Vraiment bien. Que pouvons-nous en faire? Je peux le transmettre à son employeur. Je peux le transmettre à son agent de probation. Je peux lui rendre la vie très difficile. Faites-le, ai-je dit. Arnold. Êtes-vous sûr? Cela va au-delà du divorce. C'est le cibler personnellement. J'en suis sûr. Il y a eu une pause. D'accord. Mais vous devez être préparé aux retombées. S'il perd son emploi, Vanessa pourrait vous poursuivre plus durement. Elle pourrait prétendre que vous les harcelez. Laissez-la essayer, ai-je dit.
Grégory a envoyé les informations à l'employeur de Julian, à son agent de probation, au département des services correctionnels de l'État de Washington. Cela a pris moins d'une semaine. Julian a été licencié. Son employeur a envoyé un email laconique disant qu'il ne tolérait pas la malhonnêteté. Son agent de probation a fixé une audience. Mentir sur les demandes d'emploi était une violation. Tout comme la fraude. Julian risquait de retourner en prison. Vanessa m'a appelé. La première fois depuis mon retour. « Que as-tu fait » a-t-elle demandé. Sa voix tremblait. « Je n'ai rien fait » ai-je dit. « J'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes aient les bonnes informations. »« Il va tout perdre. »« Il n'a jamais rien eu » ai-je dit. « Il se servait de toi. »« L'as-tu jamais compris ?» Elle n'a pas répondu. 47 000 $, Vanessa. Tu lui as donné 47 000 $. T'a-t-il jamais remboursé? Ça ne te regarde pas, ça me regarde quand c'est mon argent. C'était notre argent, a-t-elle dit. Plus maintenant. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer. Pourquoi fais-tu ça, a-t-elle finalement demandé. Tu sais pourquoi. À cause de la vidéo. À cause de tout ça, ai-je dit. Les mensonges, la tromperie, l'humiliation, le fait de le faire emménager dans ma maison, de dépenser mon argent, de poster cette vidéo pendant que j'étais à l'autre bout du monde. Tu voulais me détruire. Tu voulais que tout le monde me voie brisé. Je ne voulais pas, si, tu le voulais, ai-je dit. Et maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand on fait ça à quelqu'un. Elle a commencé à pleurer. Arnold, s'il te plaît. Il a besoin d'aide. Il va aller en prison. Il devrait aller en prison, ai-je dit. C'est un escroc. Il s'est servi de toi. Il se serait servi de toi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas, ai-je dit. Tu aimes l'attention. Tu aimes te sentir désiré. Mais tu ne l'aimes pas, parce que si c'était le cas, tu aurais vu ce qu'il est vraiment. Elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main. J'ai ressenti quelque chose. Pas de la satisfaction, pas tout à fait, juste un sentiment que les choses avançaient, que les pièces du puzzle se mettaient en place. Grégory a appelé le lendemain. Vanessa veut un règlement. Quelles sont les conditions? Elle veut partir. Aucune revendication sur la maison. Aucune revendication sur votre retraite. Elle veut juste ses effets personnels et ce qui reste sur ses comptes personnels. Et que veut-elle en retour? Elle veut que vous laissiez Julian tranquille. J'ai ri. Non. Arnold. Non. Elle n'a pas à négocier en son nom. Il a fait ses propres choix. Il fait face à ses propres conséquences. Si vous n'êtes pas d'accord, cela pourrait traîner pendant des mois, voire des années. Ça m'est égal, Grégory. D'accord. Je le dirai à son avocat. 2 jours plus tard, ils sont revenus avec une nouvelle offre. Vanessa ne prendrait rien. Absolument rien. Elle renoncerait à toutes les revendications sur les biens matrimoniaux. Elle paierait ses propres frais de justice. Tout ce qu'elle demandait, c'est que j'accepte un divorce rapide et discret. Aucune mention de Julian cette fois. Elle a peur, a dit Grégory. Elle sait qu'elle n'a rien. Elle veut juste s'en sortir. Dites-lui oui, ai-je dit. Mais je le veux par écrit. Tout. Et je veux qu'elle signe une déclaration admettant la liaison, admettant le détournement de fonds, tout. Arnold, c'est excessif. Ça m'est égal. C'est la condition. Grégory l'a fait. 3 jours plus tard, j'avais les documents signés. Vanessa a tout admis. La liaison, l'argent, la vidéo. Elle a accepté toutes mes conditions. Elle a renoncé à 19 ans comme si de rien n'était. Le divorce a été finalisé une semaine plus tard. Je n'ai pas assisté à l'audience. Grégory s'en est occupé. Il m'a appelé après. C'est fait, a-t-il dit. Vous êtes officiellement divorcé. Bien, ai-je dit. Comment vous sentez-vous? Je ne savais pas quoi répondre. Je ne ressentais rien. Ni soulagement, ni tristesse, rien. Je me sens bien, ai-je dit. Je suis retourné au travail. J'avais des mois de recherche à rédiger, des données à analyser,
des articles à publier. Je me suis jeté dedans. Des journées de 14 heures, les week-ends. Je n'ai pas arrêté. Mes collègues l'ont remarqué. Ils m'ont demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Ils ne m'ont pas cru, mais ils n'ont pas insisté. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel de Laurence. « Je pensais que vous voudriez savoir », a-t-il dit. « Julien a été condamné hier. » « Combien de temps ? » 2 ans. Il a violé sa liberté conditionnelle. Ils ont ajouté des accusations de fraude. Il purgera au moins 18 mois. Et Vanessa ? Elle est retournée vivre chez ses parents, a perdu son emploi. La vidéo la suit toujours partout. Chaque fois qu'elle postule quelque part, quelqu'un la reconnaît. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Je n'ai rien ressenti. Merci de me l'avoir fait savoir, ai-je dit. J'ai raccroché. Je me suis assis dans mon bureau, ma maison, ma vie. Tout était à nouveau à moi. Mais ça semblait vide. J'ai pensé à l'Antarctique, au froid, au silence, aux mois que j'ai passés seul avec rien d'autre que mes pensées et mon travail. Ça me manquait. Pas l'isolement, pas la trahison, mais la clarté, la simplicité, le sentiment que ce que je faisais comptait. J'ai ouvert mes emails. Il y avait un message de l'Institut de recherche. Il planifiait une autre expédition, 18 mois dans l'Arctique. Il voulait savoir si j'étais intéressé. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis levé. Je suis sorti. Le soleil se couchait. L'air était frais. Je pouvais sentir les pins, l'herbe. La vie. Je suis resté là pendant un long moment, juste à respirer, juste à exister. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur. Dîner ce week-end ? J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des mois. Oui, ai-je répondu par SMS. Je suis rentré. J'ai préparé à manger. J'ai mangé à table. Ma table. J'ai nettoyé. Je me suis couché tôt. J'ai dormi toute la nuit. Pas de rêve, pas de cauchemar, juste du sommeil. Quand je me suis réveillé, je me sentais différent, plus léger, comme si quelque chose s'était enfin relâché. J'avais encore du travail à faire, des articles à écrire, des conférences à assister, une vie à reconstruire. Mais pour la première fois depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai senti que je pouvais le faire. Je me suis habillé. J'ai fait du café. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à écrire. Pas sur Vanessa, pas sur Julien, pas sur la vengeance. Sur la glace, sur les données, sur ce qui comptait. Le reste se réglerait tout seul. 6 mois après le divorce, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence à Boston. Recherche sur le climat, mon domaine. Le travail que j'avais fait en Antarctique commençait enfin à être reconnu. J'ai failli refuser. Je n'avais pas envie de voyager. Je n'avais pas envie d'être entouré de gens. Mais mes collègues ont insisté. Ils ont dit que ce serait bon pour moi, que je devais me remettre en selle. J'y suis allé. La conférence se tenait dans un hôtel du centre-ville. 3 jours de présentation, de tables rondes, d'événements de réseautage. J'ai donné ma conférence le 2e jour. Ça s'est bien passé. Les gens ont posé des questions. Ils voulaient en savoir plus sur les données, sur la méthodologie, sur la suite des événements. J'ai tout répondu. J'étais professionnel, calme. Personne n'a posé de questions sur la vidéo. Personne n'a mentionné mon divorce. Ils m'ont simplement traité comme un scientifique. Ça m'a fait du bien. Ce soir-là, il y avait une réception. J'évitais généralement ces choses, mais je me suis forcé à y aller. Je me suis tenu dans un coin avec un verre d'eau, regardant les gens parler et rire. Une femme s'est approchée de moi. Elle avait peut-être 40 ans, les cheveux noirs, un sourire amical. « Docteur Arnold » a-t-elle demandé. « Oui. J'ai vraiment apprécié votre présentation. Les données des carottes de glace étaient fascinantes. Nous avons parlé pendant 20 minutes de recherche, de modèles climatiques, des défis du travail dans des environnements extrêmes. Elle était intelligente, engagée. Elle n'avait pas pitié de moi. Elle ne me regardait pas comme si j'étais brisé. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait pour une université en Oregon.
Elle faisait un travail similaire au Groenland. Nous avons échangé nos emails. Elle a dit que nous devrions collaborer. J'ai dit que ça me semblait bien. Quand je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un email de Laurence. Objet, je pensais que vous devriez voir ça. Je l'ai ouvert. Il y avait un lien vers un article de presse, un journal local de Spokane. Le titre disait « La vidéo de divorce virale d'une femme locale entraîne des conséquences sur sa carrière ». J'ai cliqué. L'article parlait de Vanessa. Il détaillait la vidéo, le divorce, les conséquences. Il mentionnait qu'elle avait perdu son emploi, qu'elle avait du mal à trouver du travail, que la vidéo avait endommagé sa réputation de manière irréparable. Il y avait des citations d'anciens collègues, des gens qui se sentaient trahis, qui disaient que ce qu'elle avait fait était cruel, qu'il ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qui avait humilié son conjoint si publiquement. L'article me mentionnait brièvement. Il disait que j'étais revenu de l'Antarctique et que j'avais conservé avec succès tous les biens matrimoniaux. Il disait que j'avais refusé de commenter. Au bas de l'article, il y avait une mise à jour. Julian avait été libéré plus tôt de prison pour bonne conduite. Il avait déménagé en Californie. Il n'était pas en contact avec Vanessa. Il s'était servi d'elle et était parti, comme je le savais. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis resté assis là, dans la chambre d'hôtel sombre. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À tout ce que j'avais fait. J'avais complètement gagné. Vanessa n'avait rien. Julian était parti. J'avais ma maison, ma carrière, ma vie de retour. Mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste fatigué. J'ai pensé à la femme de la réception, Claire. À la façon dont elle parlait de son travail, à la façon dont elle me regardait comme si j'étais juste un autre chercheur, pas une victime, pas quelqu'un à plaindre. J'aimais ça. J'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai répondu à son email. J'ai suggéré un appel vidéo pour discuter d'une collaboration. Elle a répondu en moins d'1 heure. Elle a dit que ça lui semblait génial. Nous l'avons programmé pour la semaine suivante. Je suis rentré chez moi le lendemain. La maison semblait différente. Pas vide, juste calme, paisible. J'ai défait mes valises. J'ai fait la lessive. J'ai fait les courses. Des choses normales, des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des mois. Ma sœur a appelé. Elle voulait savoir comment s'était passée la conférence. Je lui ai dit que ça s'était bien passé. Je lui ai parlé de Claire, de la collaboration potentielle. Tu as l'air bien, a-t-elle dit. Je vais bien, ai-je dit. Et je le pensais. Ce week-end-là, j'ai vidé la chambre d'amis, celle où mes boîtes avaient été empilées. Je l'ai transformée en un véritable bureau. J'ai installé mon bureau, mon ordinateur, mes livres. J'ai accroché mes diplômes au mur, mes publications, des photos de voyages de recherche. Pas de l'Antarctique, des plus anciens. Avant que tout ne s'effondre. J'ai pris du recul et j'ai regardé. Ça avait l'air bien. Ça semblait juste. C'était mon espace, ma vie. Personne ne pouvait me l'enlever. Je me suis assis au bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai recommencé à écrire. Pas sur le passé, sur l'avenir. 1 an a passé. J'ai publié 3 articles. J'ai donné des conférences dans 5 congrès. J'ai commencé à collaborer avec Claire sur un projet d'étude de la fonte des glaces de l'Arctique. Nous nous parlions chaque semaine, d'abord par appel vidéo. Puis elle est venue à Spokane pour voir mon laboratoire. Nous sommes allés dîner. Nous avons parlé de travail, de la vie, de tout sauf de ce qui s'était passé avec Vanessa. Elle savait. Tout le monde dans mon domaine le savait. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas fouiné. Elle m'a simplement traité comme une personne. J'ai apprécié cela. Nous avons commencé à nous voir. Pas officiellement au début. Juste des dîners, des cafés, de longues conversations qui duraient jusqu'après minuit. Elle me faisait rire. J'avais oublié ce que c'était. Ma maison semblait de nouveau habitée. J'ai reçu des gens, des collègues, des amis, ma sœur et sa famille. Les pièces se sont remplies de bruit et de vie. Je pensais parfois à Vanessa. Pas souvent, juste en passant. Je me demandais si elle avait reconstruit sa vie, si elle avait appris quelque chose,
si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Je n'ai pas pris contact. Je n'ai pas regardé ses réseaux sociaux. J'ai juste avancé. Laurence m'a appelé un après-midi. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Je voulais juste vous donner une mise à jour, a-t-il dit. Sur quoi? Vanessa. Elle a déménagé en Idaho, une petite ville. Elle a trouvé un emploi dans une agence de marketing là-bas. Elle a changé de nom. Elle utilise son deuxième prénom maintenant. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je pensais que vous devriez savoir. Au cas où elle essaierait de revenir, au cas où elle essaierait de vous contacter. Elle ne le fera pas, ai-je dit. Comment le savez-vous? Parce qu'elle n'a rien à y gagner et elle le sait. Laurence est resté silencieux. Vous avez probablement raison. Quoi qu'il en soit, Julian a de nouveau été arrêté en Californie. La même chose. Fraude. Il fera probablement encore quelques années. Bien, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai pensé à eux deux. À ce que leur vie était devenue. À la façon dont mon silence avait été plus puissant que tout ce que j'aurais pu dire. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas célébré. J'ai juste pris acte et j'ai avancé. Cet été-là, on m'a offert un poste dans une université en Oregon. Meilleur salaire, meilleures ressources. Plus près de Claire. J'y ai réfléchi pendant une semaine. J'ai parcouru ma maison. La maison que je m'étais battu si fort pour garder. J'ai pensé à ce qu'elle signifiait, à ce qu'elle représentait. Ce n'était qu'une maison. Des murs, des planchers et un toit. Ce n'était pas mon identité. Ce n'était pas ma valeur. J'ai accepté le poste. J'ai mis la maison en vente. Elle s'est vendue en 3 semaines pour plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai utilisé l'argent pour acheter un endroit plus petit en Oregon, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait aucun souvenir attaché. Claire m'a aidé à déménager. Nous avons passé un week-end à déballer des boîtes, à accrocher des tableaux, à faire en sorte que le nouvel endroit ressemble à un foyer. Ça s'est fait plus vite que prévu. J'ai commencé mon nouveau poste en septembre. Nouveau laboratoire, nouveaux collègues, nouveaux projets. Le travail était bon, stimulant, épanouissant. J'ai appris par des collègues communs que Vanessa avait essayé de recontacter certains de nos anciens amis, essayant de reconstruire des ponts, essayant d'expliquer sa version de l'histoire. Personne n'a répondu. Ils avaient vu ce qu'elle avait fait. Ils avaient choisi leur camp. Non pas parce que je leur avais demandé, mais parce que ce qu'elle avait fait était indéfendable. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. La vérité parlait d'elle-même. Claire et moi sommes devenus sérieux. Nous avons parlé de l'avenir, des voyages de recherche que nous voulions faire ensemble, des projets que nous pourrions construire, de la vie au-delà du travail. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Un véritable espoir. Pas seulement de la survie. Pas seulement avancer, mais une véritable excitation pour ce qui allait suivre. Ma sœur m'a appelé un soir. Tu as l'air heureux, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je dit. Je suis contente. Tu le mérites. J'y ai pensé après avoir raccroché. À savoir si je le méritais, à savoir si quelqu'un mérite quoi que ce soit. J'ai décidé que ça n'avait pas d'importance. Le mérite n'avait rien à voir avec ça. La vie était juste ce que l'on en faisait, ce que l'on construisait, ce que l'on protégeait. J'avais protégé ce qui comptait. Et maintenant, je construisais quelque chose de nouveau. Vanessa ne s'est jamais remise de la vidéo virale qui a détruit son mariage. La honte l'a suivie partout où elle est allée, lui coûtant des emplois, des amitiés et toute chance de reconstruire la vie qu'elle avait jetée. Julian a purgé sa peine et a disparu dans un cycle d'arrestations et d'échecs, n'échappant jamais à l'escroc qu'il avait toujours été. Ils ont tous deux appris que la cruauté publique laisse des cicatrices permanentes et que certaines erreurs ne peuvent être réparées, peu importe jusqu'où l'on fuit. J'ai appris quelque chose de différent dans le froid. Que le silence peut être la réponse la plus retentissante. Et que la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais la reconstruction. Construire une vie si solide que rien ni personne ne pourra jamais vous l'enlever à nouveau.